Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Je suis Cyril de Sagazan, directeur marketing, produits et solutions donc chez Data Solutions. J'ai la joie d'accueillir lors de ce webinaire Aurélien, qui est architecte à la DT. Et nous allons vous parler aujourd'hui de SPA et de PWA. Donc, je vais laisser la parole à Aurélien, qui va vous expliquer tout ça. Je tiens à préciser également que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire via l'outil questions qui est présent sur Livestorm. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra soit durant le webinaire, soit à l'issue. On prendra un petit peu de quelques minutes pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Aurélien, je te donne la main. C'est toi le maître. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis très content que vous soyez là pour suivre ce petit webinaire. Donc, ouais, comme le titre l'indique, c'est SPA versus PWA. Pourquoi ce titre? Parce que souvent, et pourquoi j'ai choisi de faire ce webinaire? Parce que souvent, j'ai remarqué une confusion entre les deux. Vous verrez, c'est pas les technos, les deux points de vue. Donc, qu'est-ce que c'est les SPA et les PWA? Alors, on va commencer déjà. On a vu, il y a deux acronymes. On va peut-être détailler ce que c'est. Donc, SPA, ça veut dire Single Page Application. C'est-à-dire que c'est une application n'utilisant qu'une page web. Un peu plus tard, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est que le site Internet charge qu'une seule fois la page web. PWA, c'est Progressive Web App. Progressive parce que l'application fonctionne pour chaque utilisateur, quel que soit l'appareil ou le navigateur. Elle s'adapte en réalité à l'appareil qui l'affiche. Principe d'amélioration progressive. Donc, on charge un contenu de base en premier et puis au fil de la navigation, il est enrichi avec les informations nécessaires pour l'utilisateur. Donc, on a un chargement de base qui est un peu plus light et au fur et à mesure de la navigation, on récupère de l'information. On a le mot web. Bah oui, c'est utiliser des langages de programmation web, le HTML, le JS, le CSS, et c'est affiché sur le web. Et app pour application. On a aussi le terme de MPA que je vais utiliser lors de cette présentation, qui est le multi-page application. Donc, c'est ce qu'on connaît le plus et ce qu'on rencontre très souvent, c'est les pages web qui sont rendues côté serveur. C'est-à-dire que lors de la navigation, lorsqu'on clique sur un lien, la page web est construite sur le serveur et elle est ramenée au niveau du navigateur Internet. Donc, on va commencer par expliquer ce qu'est une SPA. Donc, une SPA, c'est un site web. Donc, c'est la page application. La page est mise à jour dynamiquement. Tout le code HTML n'est chargé qu'une seule fois. Donc, au début de la navigation, on récupère l'intégralité du code et ensuite, on fait les éléments, ils sont mis à jour, restitués au fil de la navigation. Et le navigateur ne recharge jamais la page web. C'est un point très important dont je vais reparler après quand on va parler performance. Donc, ça évite le traditionnel aller-retour entre le navigateur et le serveur, ce qui permet des interactions plus rapides et du coup une sensation de rapidité lorsqu'on fait une application SPA. On a tout de suite au clic des informations qui arrivent côté navigateur. Donc, on a vraiment une impression de rapidité. Donc, là, je vais vous présenter un schéma. Donc là, on a l'utilisateur, on a un serveur. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise une application de type SPA? Donc, il y a une première requête qui est envoyée au serveur. Donc, ça, c'est classique. À ce moment-là, le serveur, il renvoie le HTML, le CSS et le JS côté client. Donc là, on a une page web qui s'affiche. Et ensuite, tout au long de la navigation, eh ben, on va récupérer uniquement des objets, donc des données. Et le rendu est fait côté client. Donc, c'est la partie client qui fabrique la page web, in fine. Alors, là, je vais vous présenter quelques frameworks. Donc, les trois les plus souvent abordés lorsqu'on parle de techno SPA. Donc, on a React, qui a été fondé par Facebook en 2013, qui utilise donc c'est du JS derrière, mais ça utilise une syntaxe JSX, une syntaxe déclarative. Ça a été créé par Facebook. On a Vue.js, Evan You, qui est un ancien employé de Google. Ça a été créé en 2014. Donc pareil, ça utilise JSX et ça fonctionne par composants.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas, je ne vais pas vous détailler chacun des frameworks, mais c'est juste pour que vous ayez en tête les frameworks utilisés lors de projets en SPA. On a de l'Angular aussi, que je pense qu'un des plus connus, donc a été créé par Google en 2016 et AngularJS en 2009, et s'utilise la technologie TypeScript de Microsoft. Donc pourquoi je différencie Angular d'AngularJS? Parce que en fait, c'est pas du tout le même framework au final. Donc AngularJS a été créé en 2009 et à partir d'Angular 2, donc 2016, on appelle ça Angular et on utilise la technologie TypeScript. Donc on ne peut pas faire une mise à jour d'AngularJS à Angular. C'est un peu technique, mais j'espère que je suis assez clair. Alors les avantages de la SPA, c'est décorrélation du front et du back. Donc la partie front, donc rendue, est plus faite côté serveur, j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc on fonctionne par web service. Et un des avantages d'une architecture comme ça, c'est de pouvoir réutiliser ces web services pour d'autres usages, pour une application mobile, pour les mettre à disposition de tiers. Donc c'est aussi, quand on fabrique une architecture SPA, on a cet avantage-là. En termes de perf, on a une partie de la charge qui est déportée côté client. Bah oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le client qui fabrique la page. Donc, on n'a plus cette charge-là qui est côté serveur. Le serveur, lui, il fournit juste du web service et de la donnée. Il ne sert plus à créer une page web. Les technologies utilisées sont régulièrement mises à jour et très souvent open source et maintenues par la communauté. L'avantage de ça, c'est que donc les développeurs connaissent souvent bien ces technos, elles sont très utilisées, on a de la documentation facilement, des informations facilement sur ces technos-là, donc on reste rarement bloqué très longtemps. Donc là, on va parler un peu de Progressive Web App. Donc, une Progressive Web App, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un framework, c'est pas une technologie, c'est plutôt une façon de fabriquer une application web, donc qui doit répondre à plusieurs caractéristiques. On a en premier lieu le service worker, donc qui est très important dans une SPA. C'est une base technique qui apporte de nombreuses fonctionnalités sur la PWA, entre autres le hors-ligne, les notifications push, pouvoir déléguer des informations. J'ai fait un slide exprès sur le service worker qui est vraiment un des piliers de la PWA. On a le manifeste de l'application web, donc qui n'est pas présent lorsqu'on fait un site web normal, mais là, on a besoin de ce manifeste qui contient un ensemble minimal d'infos sur l'application. Donc, il va contenir l'URL de base, il va contenir les icônes, il va contenir les droits que la PWA peut avoir besoin. Par exemple, si on a besoin du micro, de la caméra, c'est dedans ce document qu'on va retrouver ces infos-là. Elle est installable, donc ça c'est un point important. On peut la télécharger et la voir sur son navigateur web, sur son ordinateur ou bien sur son mobile. C'est un point super important. Elle est sécurisée. Donc, elles sont toujours servies à partir d'une origine sécurisée. Ça, c'est un des piliers aussi de la PWA. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de manifeste. Voilà un exemple. Alors, l'idée, c'est pas, on va pas rentrer dans la technique, mais j'ai pris un exemple simple où on voit l'URL de base, on va voir comment elle est affichée, le fond d'écran, un thème de couleur, le nom de la PWA, les icônes. Donc, on peut en avoir plusieurs tailles pour les différents devices qu'on veut adresser. Donc voilà, d'autres caractéristiques, elle est responsive, donc elle s'adapte à tous les types d'appareils et tailles d'écran. On peut l'afficher sur un mobile, sur une tablette, on peut l'afficher sur un ordinateur. Donc ça, c'est super, super important. Une navigation app-like. Alors là, j'ai repris le terme de Google. Ça veut dire que dans la façon dont on va construire l'application, on va faire en sorte que ce soit comme une application, quoi. On va avoir des boutons pour accéder. On perd l'URL lorsqu'on est sur une PWA. Donc, il faut vraiment que tout soit faisable comme dans une application mobile. Elle est re-engageable. Donc, ça, c'est un terme Google aussi. Ça veut dire qu'on est de temps en temps invité à réutiliser l'application.
Et on répond à ça comment? Grâce aux notifications push. Et elle est partageable, donc une URL simple pour partager l'application. Vous voulez partager une PWA, vous avez une URL courte et vous pouvez la partager à des tiers. Donc là, je vais vous montrer un exemple. J'ai choisi l'équipe.fr. Pourquoi cet exemple? Parce que c'est public, tout le monde peut l'utiliser. Nous, on fait aussi des PWA, mais pour moi, elles sont B2B. Donc là, j'ai pris un exemple que après le call, vous pourrez l'installer. Donc, je trouvais ça intéressant de prendre cet exemple-là. Donc là, j'ai ouvert mon navigateur web. Donc, je suis sur Google Chrome. Et puis, j'ai un petit icône qu'on n'a pas sur tous les sites web qui s'appelle « Installer l'équipe ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton-là? Eh bien, l'application se retrouve installée. Donc là, c'est un screenshot de mon écran. Et on voit que là, j'ai un icône comme une application. Hop. Lorsque je clique sur l'icône, j'ai quoi? Eh bien, j'ai une application. On voit bien, elle est full screen. Hein. Je ne vois plus l'URL. Je ne suis pas sur l'équipe.fr. Je ne suis pas sur https://l'équipe.fr. Je suis bien sur une application. Même si derrière, c'est un site web. Mais d'un point de vue utilisateur final, eh ben, on s'affranchit de cette notion-là. Il est sur son application, l'équipe. Et puis, on voit que là, je suis invité à activer les push. Donc, on retrouve la partie réengageable que Google aborde. Donc là, ouais, suite au clic sur installer, j'ai un icône sur le bureau. Elle est affichée full screen sans URL visible. On a les push. Et là, j'ai fait un screenshot de mon téléphone après l'installation de l'équipe.fr. Donc, j'ai un icône et ben, j'ai bien l'application. On voit bien, je ne suis pas sur Google Chrome, je ne suis pas sur Firefox, je suis full screen sur une application mobile. Et on voit bien la partie responsive. Les blocs ont été mis de façon à être affichés sur du mobile. Donc là, je vais essayer de vous expliquer la partie connecté-déconnecté de la PWA. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du service worker qui était une pierre angulaire, vraiment un des piliers de la PWA. On peut le voir un petit peu comme un serveur de proxy qui serait installé sur le device qui va jouer la PWA. Donc là, j'ai mon application, j'ai le service worker. Ces deux parties-là sont bien sûr en fait sur le mobile. Hein. Et donc, comme mon application va vouloir récupérer de l'information, on va envoyer une requête au service worker. À ce moment-là, le service worker, lui, il va regarder si on est connecté ou non. Si on est connecté, il appelle le serveur. Et dans ce cas-là, le serveur répond à l'application les données. Un autre cas, c'est le hors ligne. Donc l'application, elle va récupérer la même info. Donc je ne sais pas, si on parle de e-commerce, par exemple, la liste des commandes. Donc là, il lance la même requête. Le service worker voit qu'il est offline. Lui, il avait mis en cache la liste, par exemple, des commandes. Et à ce moment-là, il répond à l'application via le cache. Mais pour la partie application, eh ben, c'est transparent. Elle ne sait pas vraiment si c'était... Elle a demandé une information, elle l'a récupérée, et on s'affranchit de savoir si c'était offline ou online. C'est le service worker qui a délégué cette gestion-là. Donc le service worker, qu'est-ce que c'est? C'est le proxy entre le navigateur et le serveur. On peut le voir un peu comme un serveur local, j'aime bien cette analogie. Ça gère le cache des assets et des requêtes. Les assets, c'est les images, par exemple, les vidéos. Les requêtes, c'est plus la partie JSON, la donnée. Elle rend l'application disponible hors ligne. Et un des usages aussi possibles du service worker, c'est exécuter des calculs complexes en arrière-plan. On pourrait lui déléguer des calculs. Et qu'une fois que le calcul est rendu, de manière asynchrone, elle va nous répondre et nous afficher le résultat, nous mettre à disposition le résultat du calcul. Alors tout à l'heure, si je peux juste illustrer rapidement un cas très concret qu'on nous demande souvent, c'est par exemple des personnes ou imaginons des acheteurs ou des responsables de chantier, qui ne sont pas forcément du réseau. Ils vont pouvoir, sur leur application, créer leur panier parce qu'ils ont en cache le catalogue, les tarifs, leur assortiment.
ils créent leur commande, et leur commande en fait se synchronise, comme tu l'as montré Aurélien, dès qu'il y a du réseau, l'envoi de la commande se synchronise, on récupère tous les statuts, on récupère tout ce qui s'est passé entre-temps, et c'est à ça que se destine majoritairement la PWA. En illustration, nous en demandons beaucoup dans les projets B2B. Ouais, exactement. Et tu fais bien de parler d'exemples, d'ailleurs, j'aurais dû le faire. On a sur un des acteurs que tout le monde connaît, AliExpress, qui a une PWA. Et ben, dans la PWA, en mode hors ligne, on a un catalogue de base et on est capable de passer des commandes. Et une fois qu'on est sorti du métro, qu'on a récupéré du réseau, la commande, elle est synchronisée avec les serveurs AliExpress. Donc, un point sur Ionic. Donc, c'est un framework qu'on aime bien utiliser. Il est open source. Tout à l'heure, je vais parler des frameworks sur les SPA. Là, c'est un framework pour fabriquer des PWA. Il permet aussi de faire des applications hybrides. C'est une chose que je n'aborde pas aujourd'hui. Ça utilise au choix plusieurs technofronts, Angular, Vue ou React. Et on a un studio dédié. Donc, ça, c'est assez sympa. Nos développeurs aiment bien ce studio, ça facilite le développement, on a tout de suite des résultats, on a du glisser-déposer. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien, vous pourrez aller voir comment fonctionne ce framework. Alors, les avantages de la PWA. C'est un seul développement pour adresser mobile et desktop. C'est super important, on a dit que c'était responsive. Donc, on n'est pas obligé de faire une appli mobile et un site web. On peut faire une seule et même chose qui fonctionnera sur tous les périphériques. On a un icône sur le périphérique. Ça peut paraître anodin, mais souvent nos clients, ils aiment bien, ils sont présents comme ça sur le device de l'utilisateur. Il y a l'icône, c'est comme s'ils avaient une application. Il y a une gestion optimisée du hors-ligne, donc ça c'est vraiment un des points importants de la PWA, je pense. Donc on peut faire du hors-ligne pré-fetché ou en continu, c'est-à-dire qu'on peut précharger de l'information. Si je reprends l'exemple d'AliExpress, ils vont précharger un catalogue, et en continu, si on a déjà été voir une fiche produit qui était en dehors du catalogue pré-fetché, elle sera disponible offline une fois qu'on aura déjà chargé cette donnée. Il y a la gestion du cache. Et ça peut utiliser des périphériques natifs de l'application, la webcam, le micro, les fichiers. Alors, un point que je voulais aussi aborder, parce que je pense que c'est intéressant aussi, c'est la PWA versus l'application native. Donc là, je vous ai listé, j'ai fait une liste à la Prévert des différences, des choses qui sont un peu différenciantes entre une PWA et une application native. Donc la PWA, l'avantage, c'est que c'est un site web, comme je vous ai dit. Donc, de facto, elle est référencée par Google, ce qui n'est pas le cas d'une application native. Donc, si vous faites une application qui est sur un store, Google ne va pas référencer le contenu de l'application. La PWA, par contre, elle ne permet pas le push sur iOS, que l'application native permet. L'application native, elle nécessite 2 développements. Un pour iOS, un pour Android. Donc, on imagine facilement que le coût est plus élevé en développement et en maintenance. La PWA, on n'en fait qu'une seule. Et elle va adresser le desktop, le iOS et Android à la fois. La PWA, elle est accessible via le web. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà géré des applications natives. Moi, ça a été mon cas. Et le fait que ce soit sur un store, c'est très, très contraignant parce qu'on a des délais de validation imposés par Apple et Android. On a, si jamais l'application qu'on a poussée elle rencontre un bug, on ne maîtrise pas le parc en réalité des applications installées. Donc, quand on veut faire une mise à jour, on a toujours cette latence. On a l'application qui est buggée, elle va peut-être mettre, avant que tous les utilisateurs aient mis à jour l'application, il va peut-être se passer 2 semaines, 1 mois. Donc, on ne maîtrise pas pleinement le parc d'applications installées.
Ça, c'est vraiment un point qui est assez confortable avec la PWA. L'application native nécessite de répondre aux critères des différents stores. Bah oui, en fait, quand on fait des applications natives, aussi bien Android que Apple, Android était un peu moins regardant sur les applications pendant longtemps. Maintenant, c'est plus le cas. Apple et Android listent une liste des chartes à laquelle l'application doit répondre. Donc, ça peut être de l'UX et de l'UI, des niveaux de contraste, le contenu même de l'application, etc. Donc, on peut se revoir refuser une application native sur un store si on ne répond pas à ces critères. L'application native s'adresse plus à des clients déjà en compte. Donc, ça, ce n'est pas un point technique, c'est un point plutôt marketing. En fait, c'est assez rare que vous installiez une application, en tout cas dans le e-commerce, une application d'un magasin sur lequel vous n'avez jamais passé de commande ou vous n'avez même pas de compte dessus. C'est assez rare. Donc, l'engagement pour aller chercher que le client installe une application native est beaucoup plus fort. L'application native, elle peut être très loin sur l'usage du smartphone. Ça, c'est vrai. Il y a des choses qu'on peut faire en application native qu'on ne peut pas faire sur de la PWA. Typiquement, la 3D, le géofencing. Alors, je pense que ça ne vous parle pas forcément à tous. Le géofencing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la géolocalisation. On peut imaginer que le client il a une application installée sur un magasin. Et dès qu'il rentre proche d'une zone où il y a ce magasin, on pourrait lui pousser un push pour lui dire voilà, tu as 30% sur tel produit parce que tu es dans cette zone. On peut avoir la biométrie, donc le Face ID d'iOS, la prise d'empreinte digitale qui n'est pas possible en PWA et qui est possible en application native. L'application native, elle nécessite un téléchargement depuis un store, donc c'est quand même une action plus engageante, hein, j'ai déjà dit. Et l'application native ne fait pas office de site web. Et ça, je pense que c'est un point très important parce que souvent on se pose la question appli PWA, site web, mais en réalité, si on fait une application native, on est quand même obligé d'avoir un site web. Donc avec la PWA, on adresse les deux en une seule fois. Alors vous allez me dire, ouais, quels sont les KPI? Pourquoi je ferai des PWA? Donc là, j'ai trouvé un site qui est assez sympa, qui s'appelle PWA Stat, sur lequel on voit quelques données. Alors je vous inviterai à regarder, hein, il y a plein de choses. C'est assez sympa, c'est trié par mots-clés, donc conversion, e-commerce, médias. Donc on peut voir ici Starbucks qui augmente par deux le nombre, qui multiplie par deux le nombre d'actifs utilisateurs sur sa PWA, Kubota, donc sur le e-commerce, qui augmente de près de 200% le nombre de visiteurs journaliers. Donc tout ça, c'est des KPI assez intéressantes. Pareil, là, sur Ionic, hein, le framework dont je vous ai parlé, on retrouve aussi des cas d'usage avec des cas d'usage chiffrés. Donc c'est assez intéressant, je pense, d'aller jeter un œil sur ces KPI-là. Donc, je ne sais pas si on l'a dit en intro, mais en tout cas, ceux qui nous connaissent, nous, Data Solutions, on fait du e-commerce. Donc, je trouvais assez intéressant lors de cette présentation, de vous montrer un exemple d'architecture e-commerce possible. Donc, je vais vous la détailler rapidement. Hein. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans les détails, mais voilà. Là, on a un mobile, un desktop, un ordinateur, un serveur front qui va faire le server-side rendering, je viendrai après sur ce que c'est, qui va gérer le cache. Et là, on a une plateforme e-commerce, ça peut être toute plateforme, hein, on a mis Intershop, Magento, Shopify+, qui, elle, va discuter avec le PIM. Le PIM, c'est la gestion des produits, et le RP, qui va plutôt être la gestion des commandes. Et puis, on peut y adjoindre un CMS headless. Là, on a pris comme exemple Contentful. Donc, donc la plateforme e-commerce et le CMS va parler avec le serveur front et c'est l'application, enfin c'est le mobile ou le desktop qui va afficher la PWA et qui va faire la synthèse de la partie e-commerce, de la partie CMS. Alors pourquoi l'une n'est pas l'autre? Alors contrairement à une SPA, une Progressive Web App,
c'est plus un ensemble de directives. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai montré plein de caractéristiques. C'est pas une API, c'est pas une technologie, c'est une façon de construire l'application. Et il n'y a personne qui va aller vous dire ça, c'est une PWA, pas une PWA. Il n'y a pas de certification PWA en réalité. C'est une façon de fabriquer une application. Voilà, il y a le service worker, il y a l'accès direct à la PWA via une URL simple. Alors que la SPA, Single Page Application, c'est une architecture plus précise. On a vraiment une première page, on est obligé d'échanger de la donnée, on va fabriquer au fil de l'eau la page. On peut dire ça, ton application, c'est une SPA. La PWA, c'est différent, c'est un ensemble de caractéristiques. Et les PWA utilisent bien souvent des technologies SPA. Donc, très souvent, quand on fait une PWA, on la fait en React, en Angular, en Vue. Mais je le rappelle ici, ce n'est pas une obligation. Une PWA peut être une SPA, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, j'ai mis quelques points d'attention sur PWA et SPA. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent on utilise les mêmes technos, ce n'est pas obligatoire, mais ça, c'est des points communs d'attention à avoir quand on fait une application PWA et une SPA. Donc le SEO qui implique du server-side rendering. Qu'est-ce que c'est que le server-side rendering? C'est là on utilise des technos SPA, donc on n'a qu'une seule page, on n'a pas une URL par page. Donc quand Google va vouloir crawler le site, lui il ne sait pas crawler, il ne joue pas du JS, il ne sait pas crawler du JavaScript. Ce qu'il va faire, c'est que lui il lui faut une URL, une page HTML complète qui va indexer. Donc il nous faut un serveur qui va fabriquer ces pages unitaires. C'est plus délicat qu'une MPA, que Multi-Page Application. Pourquoi? Parce qu'il y a la gestion de la mémoire. On a dit tout à l'heure, on cherche qu'une seule fois le site web. Donc, quand on va naviguer, on n'a pas de rafraîchissement de la page complète. Alors qu'en Multi-Page Application, à chaque fois qu'on clique sur un lien, on recharge complètement une page web. Donc, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va vider sa RAM, il va récupérer le nouveau HTML, le nouveau JS, le nouveau CSS et réafficher une page. Donc, si jamais on a mal géré quelque chose en mémoire, c'est pas très grave parce qu'au prochain clic, tout sera vidé et on aura une page toute neuve. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait de la SPA. La compatibilité avec les navigateurs, notamment Apple. On n'a pas Apple est très restrictif sur les PWA. Il me semble que jusqu'en 2017, c'était même pas possible d'installer une PWA sur un device Apple. Donc, on n'a pas de Bluetooth, on n'a pas d'achat in-app. Voilà. Quand on va faire une PWA sur Apple, il faut qu'on définisse bien à l'avance ce qu'on va vouloir utiliser. Le code est généré côté mobile, enfin côté navigateur. Donc, on n'a pas la pleine maîtrise du HTML versus une multi-page application où c'est le serveur qui va renvoyer la page. Et ben là, c'est le mobile qui la fabrique. Donc, quelque part, on n'est jamais sûr à 100% du HTML qui va être fabriqué. Et le comportement client plus difficilement traquable, ici, c'est plus la partie GTM où on va devoir faire une intégration GTM un peu plus complexe parce qu'on n'a pas une page, comme je l'ai dit, une page par une page. Donc, du coup, vous allez me dire, ben, comment choisir? Eh ben, c'est pas, je ne veux pas vous répondre en cochant des cases, mais je vais vous donner des points sur lesquels il faut se poser les questions à se poser quand on veut faire une application qui va toucher le mobile. Donc, est-ce qu'on veut adresser le mobile? Ça, c'est très important. La gestion du hors-ligne. Des contraintes techniques, performance, donc l'accès au push, l'utilisation poussée du device. Si on veut aller très loin, peut-être qu'on va devoir faire une application native. Si on veut utiliser le Face ID, tout ça, c'est des choses qu'il faut se poser comme question. Le budget et le temps. Bah ouais, quand on fait une application native, eh ben on va faire 2 développements, 2 maintenance, plus un site web, si on n'en a pas déjà. Alors qu'avec la PWA, eh ben, en un seul développement, on adresse Apple, on adresse Android, on adresse le web. On n'a pas de soumission sur les stores, donc forcément, c'est moins coûteux qu'un site web plus 2 applications. Et le type d'application qu'on veut faire. Il y a des applications qui se prêtent bien à la PWA. Les médias, par exemple, on imagine facilement le scénario, ben on a notre journal d'installer sur
sur le téléphone. Le matin, il va se synchroniser. Et puis, quand on sera dans le métro pour aller au travail, eh ben, on aura nos articles déjà chargés. Pareil pour le e-commerce, on pourrait imaginer un catalogue de base, une synchro du panier en mode asynchrone. Donc, il y a des types d'applications qui se prêtent bien. Par exemple, un jeu, on ne va pas faire une PWA pour faire un jeu. Et on a des grands groupes qui ont à la fois une PWA Lite et une application native. Par exemple, Facebook, AliExpress, eux, ils ont les deux. Ils ont une PWA et l'application native qui est présente sur les stores. Bon, on a tenu les 30 minutes. Donc, je pense qu'on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Oui, merci Aurélien. Effectivement, il y a quelques questions. Donc, la première, il y en a quelques-unes sur les PWA. D'ailleurs, c'est que sur le PWA. Alors, il y a une question sur comment on va pouvoir gérer le cache quand tu as des catalogues assez conséquents. Alors, on nous parle quand tu as 20 000 articles, par exemple. Comment tu fais pour gérer le cache? C'est quoi l'impact quand tu as des catalogues assez importants? Alors, il y a plusieurs approches, je pense, quand on a des catalogues importants. Ce que font certains acteurs, c'est qu'ils choisissent un sous-ensemble du catalogue plus restreint qui vont systématiquement synchroniser sur le device. Donc ça peut être une approche intéressante, je pense. Donc on charge ce catalogue-là et ensuite le reste qu'on va gérer en local, ça va être plutôt ce que le client va aller voir, où on peut se baser aussi sur les commandes déjà passées. Pour moi, si on restreint un peu le catalogue quand on est en mode déconnecté. Ok. Une autre question, quand tu es en mode offline, mais a priori, je pense que tu as répondu, que se passe-t-il si on recherche un article qui n'est pas chargé? A priori, on ne peut pas, puisqu'en mode offline, on n'a accès qu'à des articles chargés, ou je suis à côté de la plaque? Non, t'es pas à côté de la plaque. S'il est pas chargé, on va peut-être pas l'afficher. Et si malgré tout, on a listé quand même, ça dépend comment on va fabriquer l'application. On pourrait s'imaginer qu'on liste tout le catalogue, mais qu'on n'a pas toutes les fiches produits. Eh ben, on peut lui dire, on peut inviter le client à récupérer du réseau. Et à ce moment-là, en asynchrone, on lui affichera. On peut même lui notifier qu'on a synchronisé cet article. Et là, il peut aller le voir. D'accord. Donc, on peut gérer le fait de dire d'alerter le client que y a connexion indisponible, rester ultérieurement, un peu comme une synchro OneDrive ou ce genre de choses. Ouais, ou comme sur Gmail. D'accord. Gmail, parfois, vous avez vos emails, vous avez le détail, mais si vous cliquez dessus, ben, on n'a pas le détail. Et qu'une fois qu'on aura récupéré du réseau, on récupérera le détail. C'est une possibilité. Ok. Il y a une autre question. Un avantage de la PWA est-il de mémoriser les identifiants? Donc, c'est plutôt une application SPA qui va le faire, une vraie application. Ben, en réalité, c'est la techno web qui va le faire. C'est pas le fait que on peut très bien le faire avec un site web standard, la mémorisation des identifiants. C'est pas nécessairement la PWA permet pas plus ça qu'une autre techno. Ok. Et alors je crois qu'on y a répondu, mais je vais te demander de repréciser, de confirmer. Est-ce que le service worker peut être considéré comme un serveur local sur le device? Exactement. Ouais, je pense que c'est une super analogie à faire. En fait, c'est comme un proxy installé sur le device. Et l'application en tant que telle, donc le code, il va plutôt parler à ce serveur proxy local qu'à un serveur distant tout de suite. C'est le service worker qui va faire ce pont-là, cette jonction-là. Ok, ben merci. On n'a pas d'autres questions. On va peut-être laisser la possibilité d'en reposer une à la volée. Je vous laisse quelques secondes. Je rappelle que vous recevrez tous à l'issue le lien pour le replay et on mettra à disposition sur le site Data Solutions également la présentation en format PDF que vous pourrez récupérer également, les slides d'Aurélien très intéressants. Alors, il y a deux questions, ça nous apprendra. La première, pourquoi on hésite encore à faire des web apps versus des sites responsives? Parce que, en réalité, on n'a pas toujours besoin d'avoir cette gestion du offline. On n'a pas toujours besoin de cette partie offline et les sites versus des sites responsives. Et ben, quand on fait un site responsive, le SEO, qu'on fait qu'un site responsive et qu'on n'est pas en techno one page,
le SEO est beaucoup plus simple. On n'a pas le server-side rendering à gérer. Donc, on a une architecture souvent qui est plus facile à mettre en œuvre que avec des technos PWA, avec des web apps. Ok. Oula, ça se déchaîne. Tu peux nous donner quelques exemples de PWA qu'on a réalisés? Moi, j'en ai une en tête, mais Ouais, on a, je crois, Ophthalmic. voilà. La même, c'est bien. Ouais. Une commande ophtalmique pour la livraison des lentilles de contact qui a été développée en PWA. Exact. Alors, une question, peut-on faire un mauvais choix qui impacte l'expérience utilisateur ou le business de l'entreprise? Je pense que c'est par rapport à ton choix PWA, SPA, ce que tu nous montrais tout à l'heure. Un mauvais choix, ça va pas être le choix, ça va être la réalisation en réalité qui va impacter. La question à se poser, c'est surtout est-ce qu'on en a besoin? C'est vraiment dans cette partie de cadrage qu'il faut définir. C'est pas PWA ou SPA qui va être un mauvais choix. Par contre, faire que une application native, là, c'est clairement un mauvais choix. Il faut un site web pour une entreprise, c'est obligatoire. Ok, de toute façon, c'est comme tu le rappelais, c'est plutôt lié à une charge de maintenance, de dev, de temps de maintenance, de charge. Il y a un certain nombre de choses à prendre en ligne de compte. C'est pas l'une ou l'autre, c'est pas aussi cartésien. C'est pas binaire, clairement pas. Okay. Et une dernière question, je pense que ce sera la dernière qu'on va prendre. Ça arrive, il y en a d'autres. Une première question, comment on monitore une application PWA? Est-ce qu'il faut des outils particuliers ou ça se monitore avec les outils qu'on connaît d'analyse de trafic et de charge? Alors, la charge serveur, ça c'est la charge serveur, c'est basique. Par contre, c'est vrai que il va falloir mettre en place des outils particuliers pour traquer les erreurs côté client. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le HTML est rendu côté client. Donc, il y a une partie qui était avant faite sur côté serveur qui est déportée sur le mobile. Donc, c'est une vraie question à se poser lorsqu'on qu'on utilise ces technos-là pour le monitoring, clairement. Ok, et une question. Alors, effectivement, une remarque, les applications natives, on peut tomber dessus par rapport en naviguant sur un store. Est-ce que c'est un inconvénient pour les PWA de ne pas être présentes sur les stores? Alors après, tu vas nous dire, elles sont référencées par Google, donc. Ouais. En fait, quand on a les deux, c'est très bien. On a l'application sur le store plus le site web. L'avantage là, c'est qu'on peut capitaliser en faisant qu'un seul développement. On a un site web et en tout cas, moi, de mon expérience, je tombe plus souvent par hasard sur un site web en faisant une recherche sur Google que sur un store sur un store mobile. Ok. Écoute, merci Aurélien. Je pense qu'on va clôturer ici notre webinaire. En tout cas, merci pour ces explications. Je pense que en tout cas, pour moi, c'est clair et tu connais mon profil technique reconnu de tous. Ouais, j'espère pas été trop dans le technique. Non, c'était le but aussi. Écoute, merci beaucoup Aurélien. Merci de votre attention et puis sûrement à très bientôt autour des PWA. Ok, merci à tous. Au revoir. Au revoir.